À l'époque de la Renaissance, le taux d'intérêt des banquiers pour les arts était très élevé. Ils créèrent ainsi de grandes perspectives architecturales et financières dont nous pouvons encore de nos jours tirer les bénéfices. Tout en inventant, l'auriez-vous cru, le traveller check, qu'on appelait alors lettre de change, ils mariaient sans scrupule le sucré au salé et le sacré au profane. Ils firent ainsi construire de splendides palais tout en flattant les leurs de saveurs délicates. Galilée vous convie à la table des Médicis et c'est une invitation qu'on ne saurait décliner. Florence, au centre de la Toscane, a été pendant le XVe siècle au cœur de la Renaissance italienne. C'était il y a 600 ans. Florence, ville-musée, n'a pas beaucoup changé depuis le XVe siècle. Et pourtant, à l'époque, il n'y a pas autant de bruit. L'Arno porte bien son surnom, fleuve d'argent. La ville compte moins de 50 000 habitants et elle est protégée par des remparts. Dans les années 1400, Florence garde encore son aspect médiéval. Et la coupole du dôme n'est pas construite. De grandes familles se partagent le pouvoir économique. Parmi elles, on trouve de nombreux banquiers, dont l'une des activités, le prêt d'argent avec intérêt, est interdite par l'Église. Le marchand, c'est l'homme nouveau de la Renaissance, celui qui introduit les nouveautés les plus importantes. On peut voir dans ses livres de comptes que désormais, il prête de l'argent sans se cacher. C'est un personnage très créatif. Par exemple, il introduit dans la vie de tous les jours l'échange d'argent sous forme de papier. Au cours du XVe siècle, l'argent va devenir de plus en plus une abstraction. Ce n'est plus de l'argent métallique, des pièces de monnaie, un objet matériel, mais il devient morceau de papier. Le marchand tisse un réseau qui se déploie sur toute l'Europe et à travers ce réseau transporte aussi une valeur monétaire avec le traveller check, la lettre de change comme on disait à l'époque, qui est une façon de transférer de l'argent sans le porter avec soi et de faire un bénéfice sur le transfert. Le marchand craint les interdictions de l'Église, mais il fait également ce que son métier lui impose. La logique du commerce l'emporte sur tout. Mais à la fin de sa vie, il se rachète. Pour se faire pardonner, il fait des dons à l'Église, finance des œuvres d'art et la construction d'églises. Église parmi les églises de Florence, le célèbre Duomo, au début du XVe siècle, n'a pas encore sa coupole. Il est resté pendant 125 ans à ciel ouvert. Mais un architecte, Filippo Brunelleschi, réussit à construire une coupole dont les dimensions sont uniques pour l'époque. Pendant plus de 500 ans, son travail est resté une énigme. Aujourd'hui, un groupe de passionnés essaie de comprendre les méthodes utilisées à l'époque en reconstituant la coupole en modèle réduit. Brunelleschi se trouve face à un vide d'environ 55 mètres pour ce qui est de la paroi extérieure et de 45 mètres pour l'intérieur, donc une chose énorme. Le problème le plus important auquel il est confronté, c'est l'absence de repères géométriques dans l'espace pour pouvoir tracer la coupole. Un autre problème très important, entre autres, c'est celui de la structure portante pour soutenir la coupole pendant son élévation. Pour la coupole, il n'a été possible de réaliser ni échafaudage ni charpente, servant à dessiner cette géométrie dans l'espace. Le maçon mettant le crochet de cette corde peut montrer à l'autre maçon en face de lui sur la coupole comment poser les briques. Sans ce système, il n'est pas possible de construire la coupole.
Les travaux durent 16 ans et Brunelleschi gagne son pari. A me mi interessa come goloso più che come, capito, fra l'altro. Io mi scuso tanto. Quale? La cucina del Rinascimento era una cucina ed è una cucina. La cuisine de la Renaissance, c'était une cuisine pour jouir, pour le palais. À l'époque de la Renaissance, s'est développé le goût des associations subtiles, des essais, le triomphe des présentations. On mariait le sucré au salé, on utilisait des vinaigres aromatisés, des moutardes. Alors en entrée, un pâté de tête Médicis, à base de porc et de sanglier, pois chiches, écorce d'orange, épices et vin doux. Suit le plat préféré de Catherine de Médicis, des artichauts sautés, des abats de poulet et du vin doux. Puis la poivrade de Brunelleschi, destinée aux ouvriers qui construisaient la coupole du dôme de Florence. La terrine Renaissance, au pruneau. Et pour terminer, le gâteau aux herbes, qu'on appelle aussi gâteau hérisson à cause de la garniture composée d'herbes sauvages, raisins secs, pignons et miel. Au XVe siècle, la famille Médicis contrôle pratiquement toute la ville. Elle se fait construire sa résidence principale au cœur de Florence. Ce palais deviendra le prototype de la demeure noble. La façade est sobre et austère. Au rez-de-chaussée sont installés les magasins et les bureaux commerciaux. Au centre de l'édifice, une cour carrée inspirée des villas romaines. Derrière le péristyle se trouve un jardin. Dans la cour, on a érigé une sculpture. À l'époque de la Renaissance, l'art sculptural n'est plus exclusivement religieux. Il enrichit le patrimoine des grandes familles. Dans le domaine esthétique, la sculpture connaît aussi une véritable révolution. Au Moyen-Âge, la sculpture était rigide et manquait de réalisme. Elle était plus sommaire, même s'il y a eu des choses magnifiques, des créations très belles. Mais la période de la Renaissance est une espèce d'apogée pour la sculpture. L'anatomie est vraiment suivie au détail près. On voit la souplesse d'un bras, l'anatomie plastique de la musculation, le cou, la pomme d'Adam. Regardez, ce sont des traits réels, pas inventés. Ici, c'est parfait. Le manteau lui-même, les plis qui tombent, comme si c'était un vrai manteau. Ici, on voit les détails, c'est fabuleux. Malheureusement, la figure a été détériorée par la pluie. Ici, on voit les veines, les nerfs de la main, ces doigts qui retiennent le manteau, leur pression contre le tissu. Cet aspect donne une idée de grandeur, même quand il s'agit d'un personnage modeste. Grâce à cette attitude, à cette position particulière, le personnage ressemble un peu à un consul ou à un empereur. La Renaissance, c'est d'ailleurs un retour à l'époque classique, au temps des Romains. À Florence, on s'attache à montrer la beauté des corps et des visages. Avec la Renaissance, les personnages sont représentés au milieu d'un décor. La perspective linéaire, invention florentine, construit le tableau à partir d'un point de fuite vers lequel tendent toutes les autres lignes. C'est comme une fenêtre ouverte sur un paysage. Au XVe siècle, complément nécessaire au palais intramuros, chaque seigneur doit posséder sa villa dans la campagne toscane. Dans la villa de Careggi,
la famille Médicis installe une académie où se réunissent artistes et philosophes, dont Léonard de Vinci, Michel-Ange, Donatello, Botticelli. Dans la villa, la nature perd son caractère sauvage et les jardins sont ordonnés comme un prolongement de la maison. Marcille Ficin étudie et médite dans cette villa et traduit les classiques avec un nouveau regard. Il essaie de conjuguer la pensée classique avec la pensée chrétienne. Ça, c'est la base de la pensée de la Renaissance. Au Moyen Âge, pour pouvoir approcher Dieu, il fallait se repentir, ne pas goûter la vie, au contraire, se mortifier continuellement. Dans la pensée de la Renaissance, tout change radicalement. Dieu est reconnu comme le grand bienfaiteur de l'humanité parce qu'il a donné la nature à l'humanité et a permis la naissance même de l'homme. Alors, il n'y a plus la nécessité de se repentir pour rejoindre Dieu, mais la possibilité, le pouvoir de goûter pleinement les joies de la nature. Et cela signifie aussi rendre grâce à Dieu. L'esprit de la Renaissance va transformer en partie la ville de Florence. Certaines rues tortueuses vont laisser la place à des grandes perspectives qui aboutissent à des vastes espaces où l'homme doit se sentir plus libre. De Florence, la Renaissance va influencer toute la péninsule italienne et la plupart des pays d'Europe.